Le franc CFA rencontre de plus en plus d'ennemis en Europe. Après la gauche radicale française anti-impérialiste et une minorité de gilets jaunes, c'est au tour du gouvernement populiste italien de lier le malheur d'une bonne partie de l'Afrique à cette monnaie dite de la colonisation et de la servitude. Selon le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio, qui faisait allusion au franc CFA, la France, qui imprime la monnaie de 14 pays africains, empêche leur développement et contribue au départ des migrants. Un écho favorable pour les panafricanistes et autres économistes africains qui se sont ces dernières années farouchement battus pour s'en débarrasser, mais sans un réel succès. Mais cette nouvelle critique à l'italienne, dénonçant la devise comme responsable de l'immigration africaine vers l'Europe, tient-elle véritablement compte de toutes les réalités économiques? Fera-t-elle enfin bouger les lignes en ce qui concerne les débats sur le franc CFA? Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Espace Éco, le plateau dans un instant. Pour ce numéro d'Espace Éco, j'ai le plaisir d'accueillir Semevo Mondésir Amadidje. Bonjour. Analyste financier, vous êtes également le premier ambassadeur du mouvement Non au franc CFA. Bienvenue. Merci. J'accueille également Mathieu Adiagbé. Bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques de l'Université d'Ottawa au Canada. Vous êtes également enseignant-chercheur au département de sciences politiques de l'Université de Parakou au Bénin. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, nous avons tous suivi la sortie du vice-premier ministre italien, Luigi Di Maio. Il a estimé que la France est l'un de ces pays qui, parce qu'il imprime la monnaie de 14 pays africains, le franc CFA, empêche le développement et contribue au départ des réfugiés. Quelle appréciation, Semevo Mondésir Amadidje, accordez-vous à de telles déclarations? Je crois que c'est une déclaration comme toutes les autres déclarations, parce que tout le temps, nous avons fait ces mêmes déclarations. Kemi Seba, Kako Nubupo, Nicolas Agbo, plusieurs personnes ont fait ces déclarations. Ils ont dénoncé les causes même de l'immigration vers l'Europe. Je crois que c'est ce qui a confronté l'Italie, Di Battista et puis Di Maio, qui ont analysé en effet les causes de l'immigration. Tout le temps, on s'est focalisé sur les conséquences de cette immigration en Europe, mais ils se sont dit maintenant, il faudrait qu'on se focalise sur les réelles causes. Et en citant les causes, on s'est confronté au franc CFA. On s'est confronté au pillage des ressources des pays africains qui font partie des éléments qui encouragent l'immigration. Parce que lorsqu'on pille les ressources, lorsqu'on installe les dictateurs en Afrique, lorsqu'on met le feu à nos pays, que va-t-il se passer? Il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de création d'industrie, il n'y a pas de création d'infrastructures. Les jeunes sont amenés vers l'immigration. Et l'immigration, le seul pays de leur destination, c'est vers la France. Vous allez voir qu'ils ne vont pas vers l'Angleterre, qu'ils ne vont pas vers d'autres pays, mais le pays vers lequel ils vont le plus, c'est la France. Pourquoi ils ont choisi la France? Parce que la France est responsable de ce qui se passe dans leur pays. Et aujourd'hui, la France demande à ce qu'on se partage un quota, parce qu'à l'entrée, on rentre par l'Italie et on va vers la France. Il faudrait qu'on se partage un quota entre les immigrants, entre les pays pour recevoir les migrants. Mais l'Italie dit non, il faut assumer seul les responsabilités de ce que vous faites en Afrique. Je crois que ce qui est en train d'arriver à la France, c'est le résultat de ce qu'elle a fait en Afrique. Professeur Mathieu Adiagbé, avez-vous la même lecture de cette déclaration de l'autorité italienne? Il faut nuancer les propos des autorités italiennes, attribuer de facto la cause principale donc, de l'immigration massive des Africains vers l'Europe au franc CFA. C'est un peu réductible dans la mesure où il y a plusieurs facteurs en réalité qui expliquent cette immigration massive des jeunes Africains vers l'Europe et vers la France en particulier, comme le dit le mouvement
Non au franc CFA. Non au franc CFA. Alors, donc, il faut nuancer un peu, en allant en profondeur. Mais lorsque nous nous rappelons en fait que le système monétaire, pour reprendre un peu Joseph Schumpeter, qui a été le ministre des Finances du gouvernement allemand et un économiste de renom que tous les sérieux analystes en matière d'économie et de monétarisme connaissent, il estime que dans le système monétaire d'un État se reflète la vie, le désir, ce qu'est en réalité donc, le peuple qui vit dans cet État. Alors, mais qu'est-ce que nous constatons en réalité quand il s'agit des États UEMOA, puis c'est de ça qu'il est question. On constate d'abord que la monnaie que ces États utilisent en réalité ne leur appartient pas. C'est le lieu de le dire. Cette monnaie ne leur appartient pas parce que on entend ici et là que le franc CFA c'est une monnaie africaine, c'est une monnaie pour les Africains, gérée par les Africains et pour les Africains. Mais en tant qu'analyste, nous devons prendre du recul. Pourquoi? Parce que en matière de droit international, il y a ce qu'on appelle le droit de propriété. Le droit de propriété appartient à celui qui a créé une œuvre dont il est l'auteur. Alors, qui a créé le franc CFA? C'est la France. Donc, c'est sa propriété privée en réalité, ou bien une propriété publique de la France qui la gère. Et donc, en tenant en réalité la gouvernance du franc CFA, quelque part, la France est responsable du taux de chômage galopant et de la dureté, de la pénibilité de la vie qui force alors les jeunes donc, à prendre le chemin de l'exil au prix de leur vie. Alors, cette façon de parler du franc CFA, Semevo Modési Amadidé, a tendance à faire croire que la monnaie, le franc CFA, est à la base de tous les malheurs des pays africains qui l'utilisent. Et qu'en quittant la zone CFA, tout sera réglé de facto. Et pourtant, on a le cas de Madagascar. Le Madagascar est sorti du franc CFA depuis mai 1973, mais il ne s'est pas développé pour autant. Bien au contraire, aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus pauvres du continent, bien plus pauvre que d'autres pays qui utilisent aujourd'hui encore le franc CFA. Exactement. La plupart des gens pensent que c'est le franc CFA qui pose réellement problème. Moi, je ne me suis pas trop focalisé sur le franc CFA. Le franc CFA n'est qu'un élément de ce qui empêche l'Afrique de se développer. En fait, il faut réformer le système franc CFA. Ce n'est pas seulement le franc CFA qu'il faut bannir, mais il faut réformer le système franc CFA. Le système franc CFA, c'est un ensemble d'accords. C'est un ensemble d'éléments qui sont liés les uns aux autres, qui empêchent l'Afrique de se développer. Il y a le franc CFA qu'on nous impose d'utiliser, il y a la langue française qu'on nous impose d'utiliser, il y a les accords sur nos matières, nos ressources minières qu'il faut aussi bannir, qu'il faut retirer de la circulation. Ces choses ne nous empêchent pas nous empêchent d'évoluer. Il y a aussi l'implication de la France dans la gestion des affaires intérieures de nos pays. Ces choses-là font partie du système CFA. Ce n'est pas la monnaie CFA, mais c'est le système CFA et qu'il faut éradiquer le système CFA. On croit parfois que c'est le compte d'opération qui pose problème. Ce n'est pas le compte d'opération. On peut nous remettre tout de suite le compte d'opération, mais ça ne va pas régler notre problème. C'est à une durée, c'est à moyen terme. Ça ne va pas régler tous nos problèmes. Lorsque vous sortez du système CFA, vous devenez comme un pays qui est comme le Maroc, la Tunisie, qui sont aussi sortis du franc CFA, mais qui réussissent aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont sortis et qui ne sont pas sortis du système. Exemple, le Madagascar, qui n'est pas sorti du système parce que la France continue à contrôler d'une certaine manière la politique de ce pays, l'administration de ce pays, les ressources de ce pays. Donc il faut sortir de tout le système. Le franc CFA n'est qu'une partie. Professeur Adalbert, oui. Oui, il pose le problème de façon très pointue qui est très intéressante en réalité. Il faut que nous essayions de comprendre un peu le système CFA dont il est en question. Oui, les autorités italiennes ont mis l'accent sur la colonisation au XXIe siècle, si je peux m'exprimer en ces termes. Mais il faut comprendre que ce qui est en jeu à travers le franc CFA, c'est ce que nous appelons en réalité la souveraineté monétaire. Vous savez, la souveraineté monétaire est un thème qui a été galvaudé, mais que très peu connaissent en réalité le contenu de ce concept. En réalité, le concept de souveraineté monétaire inclut, et il a été défini par plusieurs analystes, notamment le prix Nobel d'économie canadien Robert Mundell, et qui dit qu'en réalité, c'est un concept qui comporte un certain nombre d'aspects, c'est-à-dire le droit de battre monnaie,
le droit de définir ce qui constitue en réalité l'unité de compte dans un État, et surtout le droit de déterminer la politique monétaire de cet État. Et c'est là où se trouve justement le problème. Parce que lorsque nous regardons les pays qui utilisent le franc CFA, notamment les pays ouest-africains, nous constatons que leur politique monétaire est en réalité une réplication automatique de la politique monétaire de la BCE. Entre-temps, c'était la politique monétaire de la France, et aujourd'hui, c'est la politique monétaire de la BCE qui est calquée uniquement sur la stabilité des prix. Et dites-moi, c'est toujours les Britanniques et les Américains, notamment White, qui a participé activement aux accords de Bretton Woods, qui disait que justement la France est une des piètres figures en matière de gouvernance monétaire au monde. Ce n'est pas Mathieu Adjabé qui le dit, mais c'est Dr White qui était en réalité le directeur de programme de recherche au département des finances des États-Unis d'Amérique et qui a été la figure de proue des accords de Bretton Woods. Alors, revenons donc en arrière un peu pour voir. Lorsqu'on parle de politique monétaire, les États-Unis d'Amérique, puisque lorsque vous voulez acheter aujourd'hui un produit de qualité, il faut vous tourner vers ceux qui vendent les meilleurs produits et non vers ceux qui vendent des produits que nous appelions entre-temps, dans les années 70, les produits Jaffa. Alors, la politique monétaire des États-Unis a été définie par le Congrès des États-Unis d'Amérique. Alors que la politique monétaire des pays de la zone franc a été définie par la France. Pour les États-Unis, c'est d'abord le plein emploi, le maximum d'emploi. C'est l'objectif numéro 1 de la politique monétaire des États-Unis d'Amérique. Et à côté de ça, le second point se trouve donc la stabilité des prix. Lorsque nous prenons, par exemple, cette politique monétaire des États en général et des États-Unis en particulier, ça veut dire que la politique monétaire doit aider au financement du développement, donc le plein emploi. Et c'est là où se trouve justement le problème que soulève le mouvement non au CFA. Je vais vous donner un exemple précis. Durant la dépression économique de 2008 à 2012, par exemple, les États-Unis ont décidé, en toute souveraineté, d'injecter massivement de l'argent dans leur économie pour sauver les banques. Les banques ou les établissements financiers avaient été jugés too big to fail. Mais jugés par qui? Non seulement par les gouverneurs de la Fed, mais aussi par l'autorité supérieure, c'est-à-dire le président des États-Unis d'Amérique. Et nous nous rappelons tous en son temps que George Bush avait convié, n'est-ce pas, le président élu Barack Obama à un sommet où ils ont discuté justement de comment faire pour en réalité utiliser ce qu'on appelle en termes économiques le pouvoir de prêter de dernier ressort de la Banque centrale, c'est-à-dire de la Fed. Ce pouvoir a été dénié aux États africains, notamment aux pays de la zone franc. Ils ne peuvent pas utiliser la planche à billets. Dans le protocole et dans les accords de coopération avec la France, parce qu'en réalité, le traité de l'UEMOA a été un traité qui a été signé entre les pays membres de la zone UEMOA, c'est-à-dire les pays africains, et puis maintenant, il y a un traité ou un accord de coopération avec la France. Et c'est dans cet accord de coopération avec la France où se trouve le problème. Parce que dans cet accord, il y a 4 principes qui régissent alors les relations économiques entre la France et l'UEMOA dans son ensemble en tant qu'entité économique et politique en réalité. Alors, le premier principe de ces accords de coopération dit clairement qu'il faut la libre convertibilité de la monnaie, c'est-à-dire du franc CFA. Mais cette libre convertibilité par rapport à quoi? Par rapport d'abord au franc français. Non pas que le franc CFA est une monnaie convertible, mais convertible seulement avec le franc, hier et aujourd'hui, avec l'euro. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, le franc CFA est un sous-multiple de l'euro. Donc, ce n'est pas encore une monnaie qui peut jouer son rôle de moteur de l'économie. Et deuxième principe, la fixité des parités. Troisième principe, la libre transférabilité. Et le quatrième principe, la centralisation des réserves. Non pas à la BCAO à Dakar, mais au Trésor français. C'est comme si vous travaillez tout le temps et que vous devez donner une bonne partie de votre économie, ou bien c'est votre ennemi qui doit en réalité vous dire ce que vous devez dépenser sur ce que vous avez gagné durant, par exemple, un an. C'est de ça qu'il est question. Alors, selon vous, la déclaration du vice-premier ministre italien se justifie largement. À quoi sert la politique monétaire? Puisque c'est de ça qu'il est question. Lorsque vous regardez de près donc, la politique monétaire de la BCE,
qui est aussi, qui est apparemment aussi rigide que celle de la zone UEMOA, c'est-à-dire la stabilité des prix. Malgré cela, quelle a été la politique du taux directeur que la BCE a appliquée pendant la dépression économique de 2008 à 2016? La BCE a abaissé le taux directeur. Le taux directeur, en réalité, c'est le taux interbancaire, le taux de prêt entre les banques, que la Banque centrale a, le taux auquel la Banque centrale alloue l'argent aux banques commerciales qui, à leur tour, donc, disposent de liquidités pour prêter, n'est-ce pas, aux entreprises. C'était en réalité de 0%. Je parcourais tout à l'heure les statistiques de la BCEAO. Le taux directeur auquel la BCEAO alloue l'argent aux banques privées ici en Afrique de l'Ouest, c'est 4,5. Alors que jusqu'à aujourd'hui, évidemment, la Fed a décidé de relever un peu, sinon jusqu'en 2015, c'était de 0,25% aux États-Unis et en Europe. Mais comment voulez-vous qu'on puisse que les entreprises puissent créer des emplois? Ce n'est pas l'État qui crée des emplois, ce sont les entreprises, ce sont les opérateurs économiques qui créent d'emplois. Et voilà que ces opérateurs économiques qui vont se tourner vers leurs banques, les banques vont peut-être leur faire des prêts bancaires à des taux exorbitants. Lorsque vous prenez par exemple un fonctionnaire en Europe, les banques privées lui font par exemple des prêts hypothécaires à peut-être 4% ou peut-être à 3%. Ici, ça peut aller jusqu'à 14%. Mais comment voulez-vous créer de l'emploi dans un pays où par exemple le taux d'inflation avoisine les 1%? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que notre politique monétaire est calquée sur le troc. C'est-à-dire cette conception économiciste de la monnaie, comme quoi la monnaie est un voile. Et donc, selon vous, comme le vice-ministre italien, cela justifie largement le départ des jeunes vers l'Europe. Mais qu'est-ce que les jeunes cherchent pour aller quand ils prennent la route de l'immigration vers l'Europe? Mais c'est parce qu'ils vont faire exactement ce que, si on leur offrait la chance de faire ici, ils vont le faire. Ils vont nettoyer, n'est-ce pas? Ils vont nettoyer les bureaux là-bas, ils vont nettoyer les WC là-bas, ils vont nettoyer les assiettes là-bas, ils vont nettoyer les restaurants. C'est ça qu'ils s'en vont faire là-bas. Alors, mais ici, est-ce qu'on peut pas faire ce travail-là? Prenons un exemple précis. Ceux qui immigrent et qui se tuent dans la Méditerranée, est-ce que c'est des intellectuels? La plupart de ces gens, ils ont fini peut-être à Boué-Calavi ici, ils ont la licence. Et ils sont obligés de connaître des émigrants. Et donc, puisque ce n'est pas rentable, ils sont obligés de prendre le chemin de l'exil. Et si ici, par exemple, les opérateurs économiques avaient la possibilité d'avoir du financement, les forces sociales, les forces économiques avaient la possibilité d'avoir des prêts, comme leurs rivaux aux États-Unis ou en Europe ou en Asie, ils vont créer des emplois. Justement, c'est là où la connexion. Alors, mais quand on jette un regard aux statistiques, Semevo Amadidje, les principaux flux venant d'Afrique et qui partent pour l'Europe, c'est surtout venant du Soudan, de l'Érythrée, du Nigeria, 3 pays qui n'ont jamais utilisé le franc CFA. Quand nous prenons le classement qui date de 2017, le premier pays en provenance des migrants pour l'Italie est le Nigeria, plus de 18 000 personnes. Le deuxième, c'est la Guinée-Conakry, plus de 9 600 personnes, des pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Le troisième pays, bien sûr, la Côte d'Ivoire qui utilise le franc CFA. Ensuite, le Bangladesh, le cinquième, le Mali, le franc CFA. Ensuite, on a l'Érythrée, le Soudan, la Tunisie, avant de retrouver le Sénégal par la suite. Mais beaucoup plus de pays qui n'utilisent pas le franc CFA que des pays qui utilisent le franc CFA. C'est ce que je disais qu'il n'y a pas que le franc CFA qui représente un handicap, il y a le système CFA. Et le système CFA ne s'applique pas uniquement aux pays francophones. Le système CFA s'applique même dans les pays anglophones. Qu'est-ce que la France cherche dans la guerre au Soudan? Qu'est-ce que la France cherche dans les émeutes en Érythrée? Qu'est-ce que la France cherche en Somalie? Qu'est-ce que la France cherche en RDC alors qu'elle n'a pas colonisé ces pays? Il faut se poser la question. Il est vrai que Sékou Touré n'avait pas accepté l'utilisation du franc CFA, mais qu'est-ce que la France continue de chercher en Guinée-Conakry? C'est là les réelles questions qu'il faut se poser. Il n'y a pas que le franc CFA, il y a le système franc CFA qui est un ensemble de systèmes qui permettent de piller les ressources de l'Afrique. Quand on veut piller les ressources d'un pays, on met un dictateur en place, on révise les contrats miniers, on impose des choses qu'on ne doit pas imposer, on empêche les dirigeants de créer des emplois réellement, on empêche les dirigeants de créer des infrastructures, de mettre en place des infrastructures, d'employer la jeunesse, de donner ce qu'il faut à la jeunesse. Ce que nous réclamons aujourd'hui, ce n'est pas
de faire un procès contre la France, contre les pays qui pillent nos ressources, c'est que nous voulons aussi vivre comme eux, avoir des industries, des entreprises, employer nos jeunes, ne plus partir en immigration. Si on met en place des prêts, comme le disait le professeur, si on met en place des prêts qui facilitent la création d'emplois, qui facilitent l'entrepreneuriat des jeunes, on ne serait pas allé en immigration. Maintenant, quand on revient par exemple sur les principes qui gouvernent le franc CFA, la libre transférabilité des capitaux. Bolloré peut faire des bénéfices aujourd'hui, il peut les rapatrier demain sans aucune taxe. C'est ce que ça veut dire, la libre transférabilité des capitaux. Il n'y a aucune taxe. On peut partir avec n'importe quelle quantité d'argent de la zone CFA, il n'y a pas de taxe. Et cette libre convertibilité dont on parle aujourd'hui, elle est virtuelle. Il n'y a que le franc CFA qui est convertible en francs français hier et en euros aujourd'hui. Le Nigeria est une puissance, elle n'a pas sa monnaie convertible. L'Inde n'a pas sa monnaie convertible. La Chine n'a pas sa monnaie convertible. Mais pourtant, ces pays résistent et ces pays sont ce qu'ils sont et nous le savons. Mais pourquoi on nous impose cette libre convertibilité? Et au nom de cette libre convertibilité, nous déposons 50% de nos devises dans le trésor public français. Certains disent que ce que nous déposons au Trésor public français ne représente pas 5% du PIB français. Mais est-ce que quelqu'un peut me faire le point de ce que nous avons déposé depuis 1945, qui était de 100%, après est devenu de 75% et aujourd'hui à 50%? Quelqu'un peut me faire le point? Le président Sarkozy a été honnête en disant si nous laissons les pays africains avoir leur propre monnaie, la France passera de sa 7e place mondiale à la 21e place. Et Jacques Chirac qui renchérit en disant l'argent dans le porte-monnaie de la France, c'est l'argent des Africains. Il faut avoir le bon cœur de leur rendre. Je crois que c'est le moment d'avoir le bon cœur de rendre cet argent aux migrants, de rendre cet argent. Et la chance pour nos dirigeants aujourd'hui, c'est de profiter de cette occasion et de sortir du giron de la France et d'être beaucoup plus indépendants. Mathieu Adjaboué. Vous avez évoqué des données statistiques pour montrer qu'en réalité, le flux migratoire vers l'Europe, c'est plus terrible avec les autres pays, les pays anglophones. Mais il faut situer ces flux migratoires dans la politique internationale. Vous savez, je ne vous apprends pas grand-chose lorsque je vous dis, par exemple, à la fin de l'histoire, à la chute du mur de Berlin dans les années 90, il y a Samuel Huntington qui avait écrit un article puis suivi d'un livre qui avait fait beaucoup couler de salive en son temps, mais qui explique en réalité aujourd'hui ce qui se passe sur la scène internationale. Il dit qu'en fait, à la fin de la guerre froide, que nous assistons sur la scène mondiale non pas à des États individuels qui se livrent des compétitions de souveraineté ici et là, mais à des aides de civilisation. Que la politique internationale, elle est civilisationnelle. Et que l'Europe, après avoir fini avec les guerres dynastiques, et que la dernière guerre civile occidentale, c'est la Deuxième Guerre mondiale, qu'à la fin de cette guerre, n'est-ce pas que l'Europe s'est dit qu'il faut mettre en place des structures, des organisations pour préserver le fossé qu'il y a entre l'Occident et le reste du monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? Lorsque vous dites ici, par exemple dans les pays africains, pas seulement dans les pays francophones, mais dans les pays africains en général, qu'il faut appliquer, qu'il faut mettre en place une politique monétaire orthodoxe, c'est-à-dire le monétarisme pur réduit des années 40, qu'est-ce que cela accouche? Ce n'est pas seulement pour les pays francophones, mais pour tous les pays africains en réalité. Alors on constate que, à quelques différences près, les politiques monétaires appliquées dans ces États sont dictées par les institutions financières internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale. En 1949, il y a un conseiller, le conseiller en réalité aux affaires d'emploi du département de Labor Department aux États-Unis, le Kuriara, qui dit que mais oui, les institutions internationales conseillent, mais qu'il y a un principe fondamental sur lequel les États ne doivent pas faire de concessions. Que les institutions internationales n'ont pas de souveraineté, elles n'ont pas de peuple à qui elles doivent rendre compte, elles n'ont pas de légitimité nationale. Et donc, elles ne peuvent que conseiller. Or, ici, dans les pays, notamment africains, ce sont ces institutions qui dirigent en réalité la politique monétaire de nos États. C'est-à-dire que les États ne sont pas des États souverains.
Ils ne sont pas des acteurs sur la scène internationale. Ils sont incapables de dire à un moment donné que le FMI ne dispose pas, alors bien n'a pas d'imputabilité vis-à-vis des peuples africains. Et donc le fait de ne pas jouer à fond les principes qui gouvernent la politique internationale et la politique nationale, c'est ça qui est responsable en réalité des taux de chômage galopants. Rappelons-nous, c'est le lieu de le dire, c'est la BAD qui, l'année dernière, avait dit qu'en réalité le taux de chômage en Afrique avoisine les 90%. Ne prenez pas les emplois des immigrants comme des emplois. Ça ne nourrit pas son homme, mais des emplois décents dont la BAD parle. Donc il y a 90% de taux de chômage. Mais pourquoi? Lorsqu'on parle de la mondialisation et de la délocalisation, les multinationales qui exigent des politiques flexibles dans les pays pour pouvoir investir préfèrent aller investir en Asie et en Amérique latine. Mais ils ne délocalisent pas vers les pays africains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le principe qui gouverne la politique internationale, c'est d'abord la politique, c'est d'abord la survie de la nation, pensée en termes, en réalité donc de civilisation, des aides de civilisation. Alors, qu'est-ce que la politique des pays africains défend sur la scène internationale? Non pas la survie de leur propre population, mais la survie de ceux qui se sont aventuriers, n'est-ce pas, pour créer les États africains. Et donc, ils préfèrent obéir à des organisations qui n'ont pas de compte à rendre à une population donnée, et donc sacrifier la vie, la survie de leur propre population au profit des organisations qui sont des organisations en réalité illégitimes par rapport aux peuples africains. Mais justement, qu'est-ce qui concrètement empêche nos pays, nos dirigeants de quitter ces systèmes, que ce soit le franc CFA, le système CFA comme vous le citiez, les institutions de Bretton Woods et consorts? Vous savez, c'est la peur. Parce que tous ceux qui ont osé par le passé sortir de ce système ont été assassinés. Et si vous êtes à cette place aujourd'hui et que vous avez envie de sortir, vous ne pouvez pas sortir. Marc Christian Kaboré, le président du Burkina, est un anti-CFA avant de prendre le pouvoir. Mais on ne sait pas pourquoi, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas eu la capacité de le faire. Quand il a eu la chance de convaincre les présidents pour la task force de la CEDEAO, aujourd'hui on est en train de constater qu'il y a des terroristes, il y a un peu de tout qui se fait déjà dans son pays. Mais lorsque vous avez le courage de quitter ce système, on a aussi un autre viseur qui est là, on est assassiné. Vous parlez de la peur, mais en novembre 2017, Emmanuel Macron, le président français, s'était déclaré ouvertement sur la question, sur l'avenir du franc CFA, lorsqu'il était en visite à Ouagadougou. Il a dit qu'il était ouvert sur l'avenir du franc CFA, son périmètre, son nom et son existence même. Dans ces paroles, Mieux, aucun obstacle juridique n'empêche un État, un pays qui souhaiterait abandonner le franc CFA de le faire. Il n'y a pas de la franchise dans ces paroles. Et il ne faut pas se fier à ça. Ce ne sont que des déclarations. Ce ne sont que des déclarations. Le chef d'État qui va oser, si sa population n'est pas prête, on va le descendre. Ça, il faut être clair pour le dire. Il faut savoir lire entre les lignes ce que disent les acteurs de la scène internationale. Ne prenez jamais pour parole d'évangile ce qu'un homme politique dit sur la scène internationale. En réalité, lorsqu'il dit que les Africains sont libres de sortir du système franc CFA, etc. Mais pourquoi c'est ce même gouvernement, n'est-ce pas, donc c'est le gouvernement Macron, toujours qui attaque violemment le gouvernement italien pour avoir dénoncé justement ce système de franc CFA qui serait la cause des malheurs, entre guillemets, des peuples africains. Si tant est que la France est disposée à se sortir du système de gouvernance, du conseil d'administration de la BCEAO par exemple, pourquoi cela lui fait tellement si mal? Si l'Italie pose le débat, la réaction la plus optimale, si tant est que ces paroles d'évangile étaient vraies, serait que bon voilà, le moment est venu, n'est-ce pas? Parce qu'avant l'Italie, il y a l'Allemagne qui avait aussi fait la même déclaration, n'est-ce pas? Donc le moment serait venu pour la France de se débarrasser donc de ce fardeau de l'homme blanc, entre guillemets, qui est devenu le fardeau de l'homme noir. C'est le moment de se débarrasser donc du franc CFA et de laisser les Africains gérer leurs propres affaires. Je vous fais une confidence, peut-être, c'est les acteurs même de la BCEAO. Ils ont publié en 2000 un livre de 3 volumes. Et à la fin de ce livre, le 3e volume, ils ont dit que, en fait, il n'y a aucun Français qui siège à la BCEAO et qui gère au quotidien le franc CFA.
les Africains ont des compétences pour gérer leur propre monnaie. Mais qu'est-ce que la France vient chercher, n'est-ce pas, dans la gouvernance d'une monnaie qu'elle dit qui ne lui appartient pas? Le principe élémentaire qui gouverne les espaces en post-colonie, n'est-ce pas, c'est le principe de souveraineté. Alors, est-ce qu'en son temps, quel pays africain siège au conseil d'administration de la Banque de France? Puisque sur la scène internationale, n'est-ce pas, c'est la réciprocité. Et ce n'est pas nous qui avons inventé le principe de la souveraineté. Alors, comment se fait-il que, subitement, quand il s'agit des pays africains, le principe de souveraineté est mis sous boisseau, et donc qu'un Léviathan quitte extra-cathédra pour s'infiltrer et devient en réalité le joker principal de la gouvernance des monnaies des pays africains. Là se trouve le problème. Quelle est la légitimité de la France de venir siéger dans le conseil d'administration de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest? La France n'est pas un pays africain. La France est un pays teuton. C'est un pays européen. Nous ne sommes pas des Francs non plus. Nous sommes des Africains. Alors pourquoi alors, je vous en prie, le débat, la question est très sérieuse. Parce que nous avons l'habitude de banaliser ce qui est très important pour les autres, mais qui constitue la base de leur développement. Bien justement, on a souvent l'impression que le sujet est souvent posé sur un plan beaucoup plus symbolique plutôt que technique. On tient souvent compte d'un symbole tel que le droit de regard du Trésor français, qui est perçu comme une atteinte à la souveraineté des banques centrales africaines. Des symboles tels que la zone franc est un instrument d'influence aux mains de la France. Des symboles tels que la présence de représentants français dans les organes de banques centrales africaines, même s'ils sont un peu nombreux. Franchement, le problème on aurait pu poser. Il y a quelque chose de très précis sur lequel on ne peut pas passer cet après-midi. Si vous prenez par exemple, quels soient les billets, quelles soient les pièces, quel est le symbole majeur que vous voyez sur une monnaie? En réalité, c'est le souverain qui est imprimé sur la monnaie. Mais qu'est-ce que vous remarquez sur toutes les pièces ou bien les billets du franc CFA? C'est le F renversé. Alors, oui. C'est le F. Donc ça veut dire que le problème est souvent posé par rapport au symbole. Par rapport au symbole, mais le côté technique de la chose n'est pas souvent relevé. Le côté technique, qu'est-ce que vous appelez le côté technique? Par exemple, il aurait été encore très important, aussi important de réfléchir à des solutions alternatives donnant plus de flexibilité au taux de change du franc CFA, par exemple, comme un rattachement à un panier de devises. Un panier de devises, plus seulement à l'euro, mais au dollar également, et à la monnaie chinoise également. Vous savez, la science a évolué. Il y a Lionel Sinsou qui avait dit en son temps qu'il faut prendre avantage de l'arriération. Nous refusons de prendre avantage de l'arriération. Vous parlez d'aménagement. Le régime français est un régime international. Et un régime, c'est un ensemble de principes, de normes, de règles et de procédures de prise de décision autour desquelles convergent les attentes des acteurs. On ne peut pas aller vers le panier de monnaie, comme vous le dites, sans changer le régime, c'est-à-dire que sans changer les principes qui régissent le franc CFA, sans changer les normes qui régissent le franc CFA. On peut faire des accommodements, mais ça va être pareil parce que la France va toujours siéger au conseil d'administration. Mais qu'est-ce que le conseil d'administration fait? C'est le conseil d'administration en réalité qui décide de la politique monétaire. Mais ils n'ont pas le droit de veto. Mais vous savez, on dit que... Ils n'ont pas le droit de veto. Monsieur le journaliste, nous sommes des analystes. Nous sommes des analystes. Lorsqu'on dit que la décision de politique monétaire doit être prise à l'unanimité et qu'il y a un acteur dominant qui est là-dedans, lequel de ces petits États, lequel de ces petits chefs d'État ouest-africains peut regarder droit dans les yeux la France pour lui dire que lui, il s'oppose à une décision que la France a préférée au sein du conseil d'administration. Je vous rappelle un fait historique qui date seulement d'il y a quelques années. Par exemple, lorsque la crise post-électorale a émergé en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire ici que la monnaie c'est technique, voilà, c'est économique, ça n'a rien à voir avec le politique. Mais il s'est fait que c'est Christine Lagarde, en ce moment-là, qui avait téléphoné directement au ministre du Budget, Kone Katina, comme quoi la signature de la Côte d'Ivoire, la BCEAO, est transférée de Gbagbo Laurent à Alassane Ouattara. Et en son cas, justement, lorsque le conseil d'administration a siégé, nous nous rappelons encore très bien, Amadou Toumani Touré, qui était le président
n'est-ce pas, donc qui a assumé la présidence du franc CFA à l'époque, avait dit qu'ils ont décidé de ce qu'il faut retirer la signature de la Côte d'Ivoire de l'administration Gbagbo vers l'administration Ouattara. Ok? Donc, si on s'en tient à là, dans les recherches que j'ai effectuées justement en Côte d'Ivoire, parce que je vous rappelle, ma thèse de doctorat porte sur la Côte d'Ivoire et les États-Unis, il s'est avéré que justement, le chef de l'État français de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait pris son téléphone pour appeler tous les chefs d'État de la zone franc pour les menacer et donc pour leur faire endosser la décision de la France. C'est ça, c'est ce qui se fait. Quand on dit décision à l'unanimité, mais qui va oser reprocher à la France justement c'est même sa décision. Amady Dieng, vous êtes de cet avis, du même avis que vous le savez, professeur. il y a des propositions de Kakou Nouboubou qui parlent d'un panier de devises qu'il faut affilier le franc CFA, un panier de devises, un ensemble de tout. Mais en réalité, quel est le problème? Les universitaires sont hypocrites. Excusez-moi, ils sont hypocrites. J'ai lancé plusieurs fois des occasions pour que les chercheurs, les enseignants, les économistes puissent ouvrir réellement le débat technique sur le sujet. Mais ils ne s'y ont jamais prêté. Ils ne veulent même pas faire le débat. Mais dans ce contexte, est-ce qu'un activiste, un révolutionnaire peut seul prendre la décision? C'est vrai que ce qui confère la monnaie est une décision politique. Mais on va dire ce que nous, on peut dire. Mais si les universités, parce qu'un président de la République a ses conseillers, les conseillers sont généralement des chercheurs, des universitaires, des enseignants. Mais ceux-là, est-ce qu'ils conseillent le président de la République? Je vous demande de vous asseoir. J'ai envoyé plusieurs courriers à plusieurs personnes qui sont économistes. J'ai demandé qu'on ouvre sur le campus d'Abomey-Calavi un réel débat, peut-être un colloque de 3 jours ou d'une semaine, pour ouvrir un réel débat sur le franc CFA, pour proposer des solutions. Les professeurs que nous avons dans les amphithéâtres, ils nous disent que le franc CFA est une mauvaise monnaie. Ce sont eux qui nous ont enseigné. Mais sur la place publique, ils ne sont pas courageux pour affronter un débat. C'est vraiment dangereux, ces choses-là. Maintenant, quand on revient sur la France qui dit qu'on peut sortir du franc CFA comme on le veut, lorsque Laurent Gbagbo avait voulu faire imprimer la monnaie ivoirienne de résistance, qui l'a mis en prison? Qui a déporté Laurent Gbagbo? Lorsque Olympio avait voulu imprimer la monnaie togolaise, qui est-ce qui a assassiné Olympio? Donc ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est vrai que la France nous dit, Macron nous dit de sortir du franc CFA, que ça ne vaut pas la peine, ainsi de suite. Mais moi, je voudrais demander à la France, si elle n'en est pour rien, elle n'a pas de bénéfice dans le franc CFA, qu'elle démissionne du conseil d'administration de la BCEAO. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle n'a pas un droit de veto. Oui, elle a un droit de veto. Parce qu'on dit les décisions sont prises à l'unanimité. Mais quand les décisions sont prises à l'unanimité et que la France, on dit, lorsque la France n'est pas présente, on ne peut pas prendre de décision. Ça veut dire que s'il y a un seul Français qui est présent, on peut prendre des décisions. Si les autres pays ne sont pas présents, c'est contenu dans le règlement intérieur de la PCAO. Et ça, Thiemoko Mele-Kole l'a confirmé. Il a dit, d'abord Alassane Ouattara qui disait « J'ai été gouverneur de la BCEAO, je n'ai jamais rencontré de Français ». Thiemoko à son tour qui dit « C'est vrai, il y a des Français dans le conseil d'administration, mais qu'ils démissionnent simplement du conseil d'administration. C'est ce qu'on leur demande. Qu'ils démissionnent et le reste se fera après. » Les universitaires n'ont pas peur. Les universitaires n'ont pas peur d'ouvrir le débat. Il faut chercher à comprendre ou à expliquer cette attitude qu'ils ont. N'allons pas forcément expliquer cette attitude parce que nous n'avons plus assez de temps. Alors très rapidement alors, parce que nous sommes presque à la fin. Oui, parce que à quoi servent les universités africaines? Ailleurs, quand on veut prendre une décision, on consulte les universitaires. Ici, les gouvernants préfèrent consulter justement les experts des pays occidentaux. Et donc, les travaux que les universités africaines, béninois en particulier, font, servent à quoi? Ils servent davantage les intérêts des occidentaux. Parce qu'ils ne sont pas écoutés par leur propre gouvernement. Lorsqu'on voulait célébrer, et Kakou Nouboubou l'a souligné, lorsqu'on voulait célébrer le cinquantenaire, n'est-ce pas, le quarantenaire de la BCEAO, on a imaginé un instant. On a invité des gouverneurs des universités de l'Australie, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, etc. Et on n'a invité aucun universitaire des pays de la zone franc. On vous aura compris. Donc, à quoi servirait alors ces gens quand ils vont mettre sur du papier justement leur expertise? Revenons à notre sujet. Parlons toujours de cette monnaie, le franc CFA. Est-ce qu'il ne serait pas manqué quand même de sincérité que de soutenir qu'elle n'offre que des inconvénients? N'y a-t-il pas forcément quelque part davantage? Vous savez,
Ce qui fait la force des gens ailleurs, c'est d'appeler un chat un chat. Ici, comme l'a souligné mon collègue tout à l'heure, on est dans l'hypocrisie totale. La monnaie nigériane, le naira, ou bien la monnaie libyenne, il y a une classification, par exemple, des monnaies en Afrique. C'est la monnaie libyenne, par exemple, qui est la monnaie numéro 1. OK. Et quand on descend, on ne voit pas parmi les 16, les 20 premières, notre monnaie à nous autres. Vous voulez dire la monnaie la plus forte, c'est ça vous parlez? Ça peut être la monnaie la plus forte, la monnaie la plus solide, la mieux gérée. La mieux gérée. La mieux gérée. OK. Politique. Voilà. Donc, lorsqu'on prend le cas du Nigeria, on a longtemps dit que les Ghanéens, là, ils ne savent pas gérer leur monnaie, il y a trop d'inflation là-bas, etc. Mais aujourd'hui, le Ghana, le cedi, justement, fait partie des monnaies les plus fortes. Un cedi égale $4 américains. Est-ce à dire que nos économistes ne savent pas gérer la monnaie, le franc CFA? Non, ils savent le gérer très bien. Mais puisque les principes de base sont biaisés, alors ne leur dites pas d'innover. Ils ne peuvent innover que dans les limites du cadre qui a été institué en 1961. Alors que pouvons-nous dire, que pensez-vous de ce que disent ces personnes-là qui l'affirment, que c'est plutôt une monnaie stable? Non. Qui permet de maintenir l'inflation au plus bas, en dessous de 3%. Le franc CFA a un seul avantage, un et unique avantage, c'est la communauté des biens que nous vivons. À part ça, le franc CFA n'a plus d'autres avantages. Quand on nous parle de stabilité, la stabilité, prenons par exemple les prix des produits de base. Vous allez voir, à tout moment, il y a une inflation galopante, alors qu'on nous dit que le taux d'inflation est maîtrisé à 2%. Alors que lorsqu'il y a augmentation généralisée des prix, c'est une inflation. Est-ce que nous sommes dans les 2% ou nous sommes à plus de 2%? Nous constatons réellement que nous sommes à plus de 2% et qu'il y a déjà inflation. Donc, on n'a pas cette stabilité qu'on nous chante. On n'a même pas cette stabilité. Les chefs d'État le savent qu'on n'a pas cette stabilité. Parce que la stabilité, c'est que les prix, le niveau général des prix est respecté, on a des prix relativement bas, mais on n'a pas ces prix-là, on n'a pas observé ces choses-là. On a constaté que tout le temps, les prix ne font qu'augmenter, les prix ne font qu'augmenter. La BCEAO ne joue pas son rôle, le rôle qui est pour lui d'accompagner le développement des pays, mais la BCEAO joue le rôle de gendarme derrière l'inflation, alors que derrière cette inflation, elle ne joue pas réellement son rôle. C'était pendant que la monnaie avait un étalon or qu'on parlait d'inflation, maîtrise de l'inflation. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'étalon or. Nous sommes dans l'étalon capital humain. Et nous avons le capital humain. Les jeunes sont là, des bras valides qui ne travaillent pas. C'est le capital humain. Nous l'avons. Mais est-ce qu'on emploie ce capital humain pour soutenir notre monnaie? On a besoin de ce capital humain pour soutenir notre monnaie. Et ce capital humain, pour le soutenir, pour l'accompagner, c'est de créer des emplois, créer des industries, mettre en place des infrastructures beaucoup plus compétentes. Au lieu qu'on aille tout le temps importer des matières, on aille importer des produits finis, il faudrait que sur place, on transforme nos matières premières. Le franc CFA, c'est l'instrument qui tasse nos exportations et qui subventionne nos importations. Du fait de sa surévaluation. Exactement. La question de la maîtrise de l'inflation, de la stabilité monétaire. À quoi sert la stabilité monétaire dans un pays où les gens ont faim? À quoi sert la stabilité monétaire dans un pays où la stabilité des prix, dans un pays où les gens ne peuvent pas mettre, comme le disait Nicolas Agbou, le génie créateur qu'il y a en œuvre pour justement assurer leur propre suivi? À quoi sert la stabilité des prix dans un pays où les gens meurent de paludisme? À quoi sert la stabilité des prix dans une zone où les femmes meurent encore en couche? La stabilité, c'est une conception de la vie et que ceux qui l'ont inventé, parce que ce n'est pas nous qui avons inventé ces principes, ceux qui les ont inventés, n'est-ce pas, les appliquent de façon souple, de manière à ce que les leurs puissent suivre dans un environnement anarchique de rareté. Pendant que nous, puisque nous n'avons pas inventé ces principes, nous n'avons donc pas la clé de ces principes, nous voulons les appliquer de façon rigoriste, quitte à ce que les peuples qui doivent être les bénéficiaires en dernier ressort de ces principes meurent. En réalité, ce que nous constatons avec la politique monétaire des pays africains, notamment des pays de la zone franc, c'est de ça qu'il est question.
c'est qu'on préfère s'en tenir aux principes et non aux humains. Et donc, regardons par exemple dans la vie active, hein, à Cotonou, partout en Afrique, ou à Bamako, ou bien ou à Abidjan, tout le monde court après l'argent. Pourquoi les gens courent après l'argent? L'argent est créé par des humains pour mettre les humains au travail, pour aider les humains à survivre. Mais si tel est le cas, comment se fait-il que la vie est encore si pénible? Comment se fait-il que l'argent est encore aussi rare que dans les sociétés de troc des années après Jésus-Christ? La question demeure posée. Alors, est-ce que cette réaction des Italiens va aider à bouger les lignes? Nous sommes presque à la fin. 15 secondes chacun. La réaction des Italiens va aider à bouger les lignes parce que la Chine aussi vient de rentrer dans la danse. Elle a donné un ultimatum à la France de mettre fin au pillage des ressources. Et c'est l'occasion pour moi de dire... De mettre fin au pacte colonial. Voilà. C'est l'occasion pour moi de dire aux autorités béninoises qu'il est temps pour eux de rentrer dans l'histoire de l'humanité parce que je leur ai donné l'occasion de déclarer le franc CFA inconstitutionnel en saisissant la Cour constitutionnelle. Mais la procédure est en cours, professeur. Oui. On dit souvent qu'il n'y a pas de bon vent pour qui ne sait où il va. Il ne revient pas aux Italiens, aux Européens, aux Occidentaux ou aux Orientaux de nous dire ici en Afrique ce qui est bon pour nous. C'est de la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement et des gouverneurs des banques centrales africaines de prendre le taureau par les cornes et d'exiger ce qui est bon pour le peuple et non de laisser toujours l'initiative historique aux autres peuples. Et ce faisant, nous laissons toujours à la queue et à la porte de l'histoire. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Samuel Vamondésir Madidier, analyste financier, premier ambassadeur du mouvement Non au franc CFA. Mathieu Adjagbe, docteur en sciences politiques de l'Université d'Ottawa au Canada, enseignant-chercheur au département de sciences politiques de l'Université de Parakou au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications, observations et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez également retrouver ce numéro d'Espace Éco sur notre site www.sikatv.info. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.